Bonjour, nous vous retrouvons aujourd'hui dans une autre réserve en lumière naturelle du Musée national des arts asiatiques pour vous parler d'un rouleau impérial des collections, et c'est Vincent Lefebvre, le directeur des collections, qui commence à vous en parler. Alors, il s'agit d'un rouleau impérial qui a été réalisé par un peintre du nom de Chu Yai, qui commémore les voyages dans le sud de l'empereur Qianlong, qui est donc grand souverain de la dynastie Qing, qui a régné dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui a tenu à immortaliser cette tournée d'inspection dans les provinces du sud de son empire, en faisant réaliser, donc le voyage a eu lieu en 1751, et par la suite il a fait réaliser une série de 12 rouleaux impériaux qui a été achevée en 1769 et qui commémore certaines des étapes de ce voyage. Il y a donc, comme je disais, 12 rouleaux qui sont dispersés un peu partout dans le monde, dans des collections privées et dans des institutions publiques. Et le musée Guimet ne dispose que d'un seul de ces rouleaux, qui fait comme 10 mètres de long. C'est le 10e de la série, qui représente l'inspection des troupes dans la capitale du Sud, Nanjing. On comprend bien aussi en manipulant que, bien sûr, ces rouleaux, ils ne sont pas faits, ils n'ont jamais été faits pour être intégralement déroulés, bien sûr. On ne les voit que par morceaux, c'est de la peinture narrative. Alors on déroule donc une peinture sur soie qui est, comme on dit, marouflée, donc collée sur une sorte de carton. On voit qu'il y a un montage avec une bordure qui doit d'ailleurs aider à guider l'opération d'enroulement. Et on a une soie qui est extrêmement bien conservée, qui n'a pas beaucoup jauni. Et puis on manipule avec des gants, là comme vous voyez, parce que c'est de la peinture, donc c'est particulièrement fragile. Et ça n'est pas du papier mais de la soie. Et en outre, on utilise des petits rouleaux de métacrylate qui sont neutres pour caler le rouleau. Voilà. Alors ici, on retrouve un certain nombre d'éléments. On a parlé la dernière fois en évoquant les campagnes de l'empereur de Chine, du développement de la vue cavalière. Donc là, on voit qu'on a un sens de l'espace, de la perspective justement cavalière qui est déjà assez juste, et qu'évidemment, ce format très allongé sur 10 mètres permet de déployer la narration, parce qu'il y a le détail des troupes assez extraordinaire avec toutes les couleurs. Il y a 8 couleurs de manière différente. Voilà, on a quantité de détails. Il s'agit de mesurer que ces rouleaux sont aussi des sortes d'annales, en quelque sorte historiques, peintes sans le texte. On a vu comme seul texte qu'en fait on avait les sceaux impériaux. Dans quelques cas, on peut aussi d'ailleurs avoir un texte à la fin. Mais là, en fait, on voit bien que c'est un support de narration, c'est-à-dire que quand ces rouleaux étaient consultés, probablement il y avait un récit, peut-être pourquoi pas d'un historiographe qui accompagnait ces rouleaux. Là, on a déroulé un autre bout, on arrive à un moment essentiel du rouleau. Vincent, tu peux nous expliquer là, ce qui se passe sous cette tente et la symbolique aussi comme de la tente. On l'a dit, on est à Nankin, la ville qui apparaissait à l'extrémité droite du rouleau, puis ensuite on a eu tout le défilé militaire qui converge vers cette estrade sur laquelle trône l'empereur Qianlong, qui donc passe en revue l'ensemble de ses troupes. Donc Qianlong qu'on reconnaît assez bien, puisqu'on a de nombreux portraits de ce personnage, qui est assis sous un dais évidemment de couleur jaune, couleur impériale. Alors, il y a peut-être des choses aussi assez intéressantes à noter. Donc, on retrouve la fin des fameuses 8 bannières. C'est la transition vers un autre type de paysage. Ici, on voit très bien qu'on a un paysage évidemment très organisé, par plan. On a une utilisation assez savante du fond. On sent que là, on a une zone un peu désertique, probablement, qui est un peu surprenante, étant donné ce qu'on a au premier plan, avec tous ces pins, ces arbres très vénérables. On utilise le fond de soie pour se noyer, comme ça, pour laisser se noyer le paysage. Et puis là, en fait, on est en train de retrouver, alors il y a quelque chose de magnifique qui nous raccroche vraiment à une autre tradition de la peinture chinoise. Là, on a des influences de la peinture quand même occidentale. Et puis ici, on retrouve l'utilisation de la réserve, c'est-à-dire une zone non colorée sur le fond de soie, qui sont des écharpes de nuages,
Et on voit réapparaître la tendance à la peinture au lavis d'encre, hein, quelque chose de beaucoup plus monochrome qui donne évidemment envie de voir la suite. Alors ici, on voit bien la transition vers un autre paysage, hein. On est vraiment dans un paysage de peinture chinoise avec des couleurs plus délayées. On retrouve ces reliefs très particuliers, bien sûr une pagode, bien sûr la présence de l'eau, les bambous, on est bien dans le sud de la Chine, et puis toujours ces écharpes de nuages. Et au premier plan, il y a plein de choses absolument merveilleuses. Il y a effectivement une petite échoppe où les gens viennent acheter sans doute des petits gâteaux à la vapeur et boire du thé, des transports ou de paniers ou de lanternes. Voilà. Là, sans doute un vendeur de papier ou de livres d'ailleurs, on ne sait pas très bien. On est passé dans une autre peinture, donc on passe d'une peinture où l'influence occidentale est plus marquée vers une peinture qui redevient une peinture de paysage chinoise extrêmement poétique, voilà, chargée d'exemples anciens. Et ce qui montre aussi la volonté de la dynastie Qing, qui est d'origine mandchoue, de se raccrocher à une grande tradition Han, une tradition typiquement chinoise, tout en intégrant des influences venues d'Occident par l'intermédiaire de peintres jésuites. Voilà, c'est vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à vous présenter en réserve, ça sera pour une autre fois.